Bonjour, c'est Maca Desbarans de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis en compagnie de Michel Desailles. Bonjour à vous. Eh bien bonjour, merci Bonjour. de votre invitation. Oui, nous sommes donc dans le cadre des conférences de Desbosca à Rennes-les-Bains, où vous avez fait justement une conférence aussi très intéressante, mais sur la mythologie du Sud-Ouest, ce genre de choses. Mais là, on va parler, on fait une troisième partie. En fait, on en a fait déjà deux anciennement sur l'alchimie. On avait fait sur l'hyperborée aussi. Et là, on va parler un peu de l'alchimie, de l'alchimia. Comment vous êtes venu à vous intéresser donc à l'alchimie et à quel âge ou tout au moins les débuts, les prémices, on va dire, de cet Oui. intérêt? Ouais, il y a pas d'âge, hein. En fait, l'alchimie fait partie des sciences traditionnelles. Mhm, Et moi, j'ai plutôt commencé par l'astrologie mhm. pour savoir si les astres influençaient le destin ou pas. Et je me suis intéressé à l'ésotérisme, j'avais quand même une vingtaine d'années. Et bien sûr, dans tout livre, on évoque les alchimistes et l'alchimie. Et c'est comme ça que j'ai cherché à savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça regroupe comme principe, et pas forcément à faire de pratique. Parce qu'en fait, contrairement à certains très très célèbres, moi je ne fais pas la pratique. Alors, il y a oui, c'est vrai, plusieurs écoles, hein. On peut dire qu'il y a le baptême du feu, la zone des alchimistes, il y a Schwaller de Lubix, il y a aussi tout ce côté le mystère des cathédrales, Oui. avec Fulcanelli, tout le groupe Fulcanelli. Alors, quel est-il, le groupe de Fulcanelli? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que ça pourrait être Jean-Julien Champagne? Quel est votre avis là-dessus? Alors forcément, Fulcanelli, c'est une conférence à lui tout seul. Mhm. Ah, parce que, bon, c'est un surnom, hein. Fulcanelli, Oui, ce c'est serait un le groupe. feu. Donc, alors bon, ben, il y a eu plusieurs thèses là-dessus, hein. Une personne, bon, l'illustrateur de ces livres est pu être lui-même. Voilà. Son disciple, Eugène Consolier, Oui. et puis d'autres, je sais pas, il y a eu tout un groupe Mhm. de personnes qui ont travaillé avec lui, donc Jean-Julien Champagne. fin du 19e. On a émis l'idée que ça pouvait être Jean Jourde, Oui. bon, qui était très, très connu à une certaine époque, qui signait un peu ses documents avec un hippocampe. On s'est dit, ben, l'hippocampe, ça a un sens très, très particulier. Et justement, on connaît très souvent l'alchimie. On est amené à s'y intéresser par le mystère des cathédrales Mhm. et le deuxième livre, les livres alchimiques, en disant, tiens, on n'a pas l'habitude d'entendre que les cathédrales, avec leur sculpture, auraient un sens alchimique. Or, si on suit, hein, c'est tout à fait le cas à Paris, dans le portail central, mais c'est le cas à Amiens, où on Oui. reproduit à peu près les mêmes sculptures, et puis tous les logis alchimiques, eh bien, Plessis-Bourré, voilà, Plessis-Bourré et autres, eh l'Argentier, bien, voilà, donnent un petit peu des Jacques Coeur, explications de l'œuvre, le palais à Bourges. Jacques Coeur à Bourges, et on dit voilà, à partir des éléments qui sont présentés, c'est comment on procède aux étapes pour arriver à la pierre philosophale. Ce qui n'est pas très probant, parce que quand on regarde, on trouve que c'est très beau, et puis on essaie de trouver des explications, mais hein, on n'arrive pas à la pierre philosophale pour autant. Mais les spécialistes qui comprennent un peu ce que c'est peuvent s'y mettre, hein, à devenir opératif, comme on dit, quoi. Moi, je suis resté au niveau théorique parce que j'ai pas le temps de faire la pratique. Parce qu'il hein, faut que ce soit régulier, il faut faire les expériences au moment de telle phase de la Lune, au moment de tel mois, au moment de telle heure de la journée. Et moi, vu ce que je fais, je peux pas. Puis, je veux dire, c'est pas ce qui m'a branché le plus de faire la pratique au laboratoire. C'est en gros de savoir ce que c'est, quoi. Justement, le manoir de l'Argentier ou le Plessis-Bourré sont des lieux qui vous ont inspiré quand vous avez été sur place. Qu'est-ce que vous avez ressenti ou quelque chose de particulier dans ces lieux Oui, bah déjà les lieux, hein, au niveau c'est de l'architecture Plessis-Bourré, aussi? voilà. Oui. Plessis-Bourré, c'est un château, voilà, entouré de douves,
en Touraine. Et donc c'est très beau comme château déjà, toutes les pièces et puis ce qu'il y a à voir dedans. Et il y a une salle, en fait il y a une salle où il y a des caissons au plafond avec je ne sais plus combien de figures, mais qui représentent donc le processus alchimique. Et il y a aussi une œuvre très, très curieuse sur un buffet, il y a une sorte de grande marmite, il y a deux personnages dedans, un homme et une femme, et la femme est grande et le monsieur petit, et on se dit que bon, il y a une mise en valeur du principe féminin, certainement dans cette histoire. Et c'est bien. Le problème au Plessis-Bourget, je ne sais pas si on peut parler de ça publiquement, c'est que le château a ses propres guides pour le public, et on ne peut pas s'improviser guide du château de Plessis-Bourget dans le Plessis-Bourget quand on est une personnalité individuelle, indépendante. Mais je conseille aux personnes qui peuvent d'y aller. C'est très très beau. Et le fameux Eugène Cancelier, disciple de Fulcanelli, a fait le commentaire des peintures en question. Il y en a des très curieuses. Il y a un panneau qui s'appelle La Pisseuse. Donc c'est une dame qui retrousse ses jupes et qui urine sous elle. Donc bien sûr ça peut choquer le public, mais en fait c'est parce qu'on utilise l'urine dans des expériences, parce qu'il y a du sel d'ammoniac dans l'urine et qu'on va se procurer ce produit, on l'a par un filtrage des urines, donc ça va jusque là. Donc forcément c'est toujours un peu surprenant ce genre de choses qu'on ne connaît pas, que c'est une œuvre alchimique, quoi. Ce qu'ils ne disent pas forcément dans le château. Il y a aussi l'hôtel L'Allemand. Oui. L'hôtel L'Allemand. Oui, c'est pareil. Alors, vous avez ressenti au niveau de l'architecture et aussi. Quand on découvre des lieux comme ça pour la première fois, qu'il y a une bâtisse à peu près normale, il y a un escalier, il y a des pièces, et puis on rentre, puis soudain, là, dans la chapelle, il y a un caisson complètement sculpté, avec des choses qui ne sont pas ordinaires. Bon, il y a des étoiles, il y a des angelots qui portent je ne sais pas quoi, je ne sais plus en tête, hein, tous ces caissons. Et donc, pareil, hein, c'est tellement surprenant qu'on ne sait pas ce qu'on a voulu représenter, et qu'il y a une interprétation du processus du grand œuvre, encore une fois, hein, à cet endroit-là. Entre autres, hein, parce que Bourges, c'est quand même une grande ville chimique avec Jacques Coeur et le Palais L'Allemand, oui. Il y a les noces alchimiques aussi. Christian Rosenkreuz, qui lui aussi est un personnage mythique. Peut-être que justement, Fulcanelli, le groupe s'est inspiré un peu aussi de cette légende de Rosenkreuz. Ouais, bon, on dit aussi que c'est un personnage mythique pour symboliser l'alchimiste, avec bien sûr son nom, Christian Rosenkreuz. En effet, ça veut dire chrétien Rose-Croix. Évidemment, c'est un sens particulier, même si c'est en fait Valentin Andréae qui, publiant Les Noces chimiques, aurait été lui-même l'alchimiste. Bon, ça, mais bon, c'est la référence des références d'un point de vue texte, mais c'est comme d'autres, hein, qu'il ait existé ou pas. Le problème, c'est la référence de base, quoi. Alors, il y a les noces chimiques, justement, avec un Y. Et on voit qu'il y a un corrélat, par exemple avec Notre-Dame de Marseille, un C. On voit toujours des différences de lettrage. Notre-Dame de Marseille, est-ce qu'on peut considérer que c'est une église alchimique avec tous ces symboles? Alors, il y a des dessins dedans qui font étrangement alchimique. Hein, le fameux père, je ne sais plus si c'est le père Gasque ou le père Mèche qui a dit on va décorer, on va faire des décorations, et puis il a donné des dessins à faire des peintres, et visiblement c'est d'inspiration alchimique. Alors, maintenant, Notre-Dame de Marseille n'était pas forcément avant lui dédié à l'alchimie. Ça en rajoute, si vous voulez. Mais alors toujours, oui, alors, on connaît le débat. Pourquoi Marseille avec un C et Marseille avec un S, parce que là, ce serait que le lieu où est l'église serait
propriété d'un monsieur Marcellus à une certaine époque, donc Notre-Dame de Marseille. Bon, enfin, le rapport, il est pas très évident. Et bien plus que l'alchimie, c'est le tarot qui est intéressant, parce que, comme on dit toujours, le tarot de Marseille... Il y a la Vierge Noire aussi. Oui, et puis il y a une Vierge Noire, donc c'est un sanctuaire de la Vierge Noire très, très, très important. On dit toujours tarot de Marseille, donc il viendrait de la ville de Marseille, mais on n'a aucune preuve historique. Donc en fait, ce serait peut-être le Marseille de Limoux. Et que, encore une fois, dans l'histoire, en rapport avec la région et Rennes-le-Château, on aurait codé des choses dans le jeu de cartes. Donc en fait, les cartes n'auraient pas servi à faire de la divination, mais à faire un peu de géographie secrète et autres. Alors après, en reproduisant les personnages, que ça ait pu servir de jeu de tarot classique, c'est possible aussi. Mais bon, on voit bien qu'on est dans un domaine particulier, quoi. Il y a aussi l'église de Brénac, dans l'Aude aussi, où on retrouve justement le symbole de l'Arche d'Alliance. Oui. Très intéressant aussi. Oui, c'est pareil, hein, cette petite église dans un petit coin perdu, là, près de Quillan, je crois. Oui, c'est dans côté de voilà, aussi un plafond peint avec tout plein de figures. Et dedans, il y a en effet les tables de Valois, l'Arche d'Alliance, d'autres symboles bibliques. On se dit pourquoi les faire en dessin comme ça sur un plafond plutôt qu'à une peinture ou autre. Et que c'est un codage aussi, parce que c'est pas innocent ce qui est peint. Et si on regroupe un peu tous ces lieux, on s'aperçoit que c'est un peu codé partout. Donc on se dit que ceux qui sont derrière, et peut-être même pas à la même époque, mais derrière, ont voulu donner un message pour la postérité, et peut-être à nous qui visitons les lieux là, en touristes en partie, mais essayant de comprendre quelque chose. Et Brénac est assez célèbre, et puis les peintures... Et le Jésus avec les yeux ouverts aussi. Oui, ils sont un peu... Qu'on retrouve à Esperanza. Oui. Toujours, hein, c'est toujours la même thèse. Si Jésus a les yeux ouverts, c'est qu'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, c'est que son corps a été retiré du tombeau. C'est la fameuse thèse de la survie du Christ. Bon, ça, c'est indépendant des lieux en question, mais c'est la toile de fond de ce qu'il y a derrière, quoi, en question. Est-ce que le symbole justement des têtes de mort sur l'autel d'Esperanza, qu'on retrouve aussi justement à d'autres endroits, est-ce que ça pourrait être un symbole justement d'alchimie d'œuvre noire? Volatile, le corbeau. Ça peut signifier plein de choses, la tête de mort, hein, que forcément, dans une église, j'en ai vu un sur une grille, deux têtes de mort sur une grille il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où c'était, c'est pas à Bugarache, sur la grille qui est devant l'endroit où il y a le vitrail de la roue de la fortune. La grille, il y a deux têtes de mort. Là, on n'est pas dans un tombeau quand même. Ben oui, c'est le caput mortem. Donc dans l'œuvre noire, on dissout la matière, donc au sens propre, elle meurt, elle est désagrégée. On la tue, on tue le métal, on tue l'antimoine. Voilà. Mais après, on blanchit les cendres, on le reconstitue, on le cristallise, on fait tous les étapes de l'œuvre alchimique, quoi. Mais c'est vrai que ça peut correspondre au corbeau, dont on dit qu'il est plus noir que noir, quoi, l'œuvre noire, plus noir que noir. C'est l'œuvre noire, c'est le travail sur la matière brute issue du sous-sol. Oui, il y a ça. Alors on sait que les légendes de la table ronde, justement Ambroise Céliande, serait peut-être une fable alchimique, un décodage par exemple alchimique. Ouais. Et qu'on pourrait retrouver un peu à Rennes-le-Château dans le sens du diable qui serait le feu, l'air avec les anges et puis l'eau avec le bénitier. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que Saunière aurait pu faire un codage alchimique derrière la symbolique du diable? C'est possible, hein. S'il s'y connaissait en alchimie et dans d'autres sciences, hein, puisqu'on dit qu'il avait étudié la Kabbale, donc s'il a étudié la Kabbale, ça l'a passionné, l'alchimie a dû le passionner comme n'importe quelle autre science, mais c'est fort possible, hein,
j'ai pas vraiment de connaissances sur l'interprétation alchimique du codage de Rennes le Château, mais le Graal, c'est flagrant qu'il y a un sens alchimique. Il y a le sangréal qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les églises de l'autre de Rennes le Château qu'on voit à Espéraza, qu'on voit à d'autres endroits. Ce marbre rouge qu'on retrouve tout le temps, le sangréal, et puis aussi ce ciel étoilé qu'on retrouve à Campagne-sur-Aude, qu'on trouve dans l'église de Bugarage, qu'on trouve à Rennes le Château. Ce ciel étoilé est très particulier dans l'autre, je trouve, par rapport à d'autres régions. Quel est votre avis justement sur ces ciels? J'ai pas d'opinion plus que ça. Ça va que c'est la voûte étoilée, que c'est le chemin initiatique, c'est de trouver l'étoile et de se guider sur l'étoile, comme Compostelle. Voilà, il faut suivre le chemin des étoiles qui est normalement la Voie lactée. Mais en gros, l'étoile, ça peut être l'étoile polaire. C'est d'atteindre l'inaccessible étoile, comme on dit dans le texte. Et le fait de représenter la voûte étoilée et le ciel, donc dans les chœurs d'église, sur les voûtes même de l'église, bien sûr, ça a le même sens que le but, c'est le ciel. De gagner le ciel, de s'élever, donc, bien sûr, par rapport à la matière. On quitte la matière pour le ciel, normalement, dans une ascension. Mais bon, je ne vais pas aller en tête là non plus, mais on peut donner un sens totalement initiatique aux histoires du Graal, et un sens alchimique, même un sens astrologique, et après tout se recoupe. C'est-à-dire, en gros, les histoires disent toutes plus ou moins la même chose. Et donc on le suit bien, on se dit oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Le tout, c'est de comprendre le chemin, que ce soit tel type d'initiation ou tel autre. L'alchimie étant l'un des chemins. Toutes les traditions primordiales ont le même terreau, par exemple, même la Kaaba, on voit par exemple la pierre noire. Ça pourrait être le Graal, on parle du Graal-pierre, par exemple dans certains liens à Qatar, le lien de Gadal, ou ce qu'avait fait Odoran, il parlait du Graal-pierre. Mais on retrouve aussi dans l'alchimie arabe, qui est originelle en fait, qui a influencé par la suite les Templiers ou les chimies, on va dire, d'Ibn Arabi, enfin, tout ce qui est lié à Ibn Arabi, tout ce qui est lié à la sagesse, on va dire, orientale des débuts. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'alchimia? Parce que c'est alchimia. Alchimia, on appelait aussi alchimia l'Égypte. Donc en fait, forcément, les Arabes étant du Moyen-Orient, ayant fait la conquête de l'Égypte, tout le Moyen-Orient, etc., ont pris sans doute des manuscrits alchimiques un peu partout et ont été au courant les bibliothèques qui étaient encore sauvegardées, leur sont tombées entre les mains. Et en effet, c'est eux qui ont relancé l'alchimie en Occident par le biais de l'Espagne. Et donc l'Espagne, à un moment, à Tolède, c'était un grand centre alchimique, au point où nos apprentis initiés allaient à Tolède pour contacter soit un kabbaliste juif, soit un alchimiste arabe. Après, c'est passé en Europe, à partir, justement, franchir les Pyrénées. Donc c'est tout un circuit qui n'est pas si innocent que ça, puisque justement, alchimia, c'est le nom d'alchimie, en gros. Alchimia, c'est les terres noires. Et oui, c'est pour ça que je pense à la Kaaba aussi. On est toujours dans cette symbolique particulière des couleurs. Le noir, le blanc, le rouge, même s'il y a d'autres couleurs, parce que c'est 3 couleurs de base, mais il y en a d'autres, quoi. Il y a aussi la pierre philosophale, on taille la pierre, et justement on taille la table d'émeraude aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement la table d'émeraude? J'ai ma chaîne aussi qui s'appelle les tablettes d'émeraude, justement, qui est symbolique. Justement, c'est l'émeraude, donc l'émeraude est la pierre du sage. C'est couleur verte, c'est la couleur de la vie, et cette fameuse émeraude, fait allusion à des tas et des tas d'histoires. Comme le Graal, la coupe du Graal serait taillée dans l'émeraude qui serait tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Donc il avait une pierre au niveau du troisième œil, sans doute très grosse puisqu'on taille le Graal dedans. Mais les fameuses tables d'Hermès appelées tables d'émeraude, ça a le même sens. C'est les tables secrètes. Oui, c'est les tables
du dieu Thoth. Thoth et Hermès étant assimilés, plus ou moins, dieu égyptien et dieu grec, et quand on dit le livre de Thoth Oui. ou la table d'émeraude d'Hermès, en gros, c'est le même contenu, c'est les mêmes principes. En gros, des grands principes spirituels qui peuvent être alchimiques ou autres, mais qui donnent toujours, en gros, les principes. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut découvrir. Ça, oui, ça, c'est très intéressant, la table d'émeraude. Hein. C'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas pour faire de deux l'unité d'une seule chose. Premier principe, mais il y en a un certain nombre. Ouais. Il y a un personnage qui, justement, pour le coup, alchimiquement, sentait le souffle, c'était Aleister Crowley, qui avait fait le tarot de Thoth aussi, justement. Un tarot intéressant, particulier. Comment il s'appelle? Le tarot de Thoth? Oui, mais... Oui. De Crowley. Ouais. Mais il est peu connu. Mais il a fait un tarot particulier qui est peu connu. Il y a aussi le rapport de Paracels. Ouais. Paracels aussi, qui est aussi un des premiers dans l'alchimie. Ouais, la Renaissance, ouais, c'est un alchimiste aussi, à la base des découvertes de l'homéopathie, etc. Les premiers remèdes de ce genre viennent de lui. Donc, ouais, c'est toute une lignée. On part des alchimistes égyptiens et grecs, et puis on passe par l'intermédiaire des Arabes, tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance, et dans les contes du Graal, on a des alchimistes dedans. Hein, Mais le faiseur d'or aussi, Nicolas Flamel, qui lui a sa maison aussi à Paris, qui est devenu une pizzeria malheureusement. Ça a bien changé. Oui, Nicolas Flamel à Paris. Oui. Sa maison transformée en restaurant. Oui. Bon. Oui, ouais, pourquoi pas. Tu as déjà conservé la maison là, dans sa rue, rue de Montmorency, je crois, c'est déjà pas mal. Et là, on retrouve que ce Nicolas Flamel aurait fait, mais il ne s'est pas prouvé, le chemin de Saint-Jacques, et on lui aurait vendu un manuscrit qui aurait mis des années à déchiffrer. C'était comment on fait les opérations de l'œuvre, etc. etc. Hein. Donc c'est toute une histoire aussi hein, de cette alchimie médiévale. Bien sûr, tout est passionnant hein, de ce point de vue, mais c'est très ancien. Hein, les plus anciennes sciences connues par les civilisations anciennes sont toujours l'astrologie et l'alchimie. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué dans les livres d'alchimie? Moi, je pensais à Mircea Eliade aussi, forcément alchimiste. Ah oui, c'est Eliade, oui. Mais est-ce qu'il y a des auteurs, vous, qui vous ont vraiment intéressé, ou vous ont, on va dire, votre initiation d'alchimie, quels auteurs Alors, mon initiation est comme un grand mot, puisque moi, je n'ai pas suivi la pratique, donc les consignes qui sont données, première chose, faire dissoudre le machin, chauffer, tel degré, réchauffer, cristalliser, faire telle chose, les processus sont longs. Hein. Est-ce qu'on dit 3 phases de l'œuvre? C'est en fait une douzaine de procédés. Hein. Mais moi, comme je me suis toujours intéressé plutôt à l'histoire, plutôt où il y avait des traces alchimiques dans l'architecture, bon, comme le Pessi-Bourré dont on parlait, et aussi l'Empire-sur-Boutonne, le fameux château, je ne sais pas qui avait fait un tarot spécial, tarot des Avenières, un truc comme ça. Etc. J'ai plutôt étudié ça pour dire, tiens, les alchimistes, quand ils ont découvert quelque chose, ils essaient quand même de transmettre les choses, sans le dire officiellement, c'est ça qu'il faut faire, point. Écrire un livre, en fait, ils codent toujours leur truc avec des peintures, des dessins, et puis alors tout ce jargon. Hein. Chez l'alchimie, il n'y a pas un vocabulaire classique. Hein, quand on dit le lion vert, le lion rouge, etc. En fait, ce sont des acides. Le lion vert, c'est, comment dire, acide sulfurique. Bon, a priori, il n'est pas censé le savoir en lisant un livre. Hein, donc, alors après, il faut lire une interprétation d'interprétation. C'est-à-dire que
il y a un système codé, quelqu'un qui l'interprète, puis après quelqu'un qui connaît la pratique veut dire dans la pratique, c'est ça l'opération à faire. Donc moi, je vais toujours rester un petit peu dans les principes, c'est-à-dire, en gros, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, pourquoi l'alchimie. Et donc on va se dire, si on apprend un travail sur la matière, quand c'est concret, comme fait Patrick Burestenas, on dit, voilà, j'ai un laboratoire, et je fais des opérations, c'est-à-dire vraiment, je fais chauffer des choses, vaporiser des choses, cristalliser des choses, et on comprend les processus de la nature. Et on se dit, la nature, dans le sous-sol, va transformer, je sais pas, telle chose en minerai de fer, telle chose en minerai de bauxite, telle chose en nickel, telle chose en ceci. Les roches sont plus ou moins friables, dures, patati, patata. Comment elle fait? C'est tout un processus de pression, de température, etc. Puis de dire, la nature fait ses chefs-d'œuvre, elle produit même de l'or, puisqu'on trouve de l'or en creusant la terre. Dire pourquoi on ne reconstituerait pas en laboratoire le travail de la nature. En gros, c'est ça l'idée. C'est je vois la nature à l'œuvre, elle met des millions d'années pour fabriquer une mine d'or, comment moi je peux faire de l'or en un temps très court, qui serait celle d'une vie, avec des procédés là pour faire quelques milligrammes d'or dans un laboratoire. Mais en gros, je comprends le processus d'évolution, de transformation, modification. Puis la grande idée, c'est de dire pourquoi ce ne serait pas pareil pour l'être humain. C'est-à-dire ce qu'il fait dans une pratique, pourquoi le sujet de l'œuvre ne serait pas lui-même. Donc en gros, je suis un morceau de plomb, je vais devenir un morceau d'or. Donc en gros, la thèse classique, c'est transformer le plomb en or. En gros, un métal vil, lourd, laid, sale, en or. Et quand on fait de la chimie, avec les électrons et les atomes, il y a très peu de différence entre l'atome d'or et l'atome de plomb. Donc il suffirait en gros de changer quelques électrons pour avoir le métal qui transforme en l'autre. Alors, par la force de la pensée, est-ce que peut éjecter des électrons dans les couches d'électrons dans la structure de la matière, ou le faire pratiquement au laboratoire, mais ça doit revenir au même. Au niveau du travail sur le métal, on doit changer la composition de la structure atomique. Et en fait, là, on est dans un pur truc scientifique. Qu'on ne comprend pas, parce que les alchimistes ils donnent toujours l'impression d'être dans des machins vachement ésotériques. Et en fait, c'est purement et simplement une science. Alors après, transposer à l'homme, pour dire le travail sur la matière, c'est en même temps le travail sur moi. Et la pierre philosophale, c'est d'atteindre le cœur pur. Alors que, dans la pratique, c'est vraiment une pierre. Réelle. Moi, tous les alchimistes que j'ai connus, ils disent qu'ils fabriquent vraiment une pierre. Et si on le met à côté d'un végétal, j'allais dire, il se momifie. À côté d'un métal, il se transforme dans un autre. C'est un truc extraordinaire. Ici, c'est pareil pour le cœur de l'être humain. On a cette révélation. Après, entre ce qu'on comprend puis le faire, on retombe dans l'initiation. J'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce qu'il faut faire, mais il faut le faire. Alors, c'est un petit peu ça l'idée. C'est en ça que c'est intéressant que de faire. Moi, je veux dire, je ne nie pas le mérite de tous ceux qui, pendant des années, ont fait de la pratique. Il y avait les lions rouges aussi de l'église de Tréanteuil, l'église du Graal en Bresse-et-Lyon. Oui. Ces fameux 4 lions rouges oui, avec le cerf du dos. Oui. Est-ce que ça pouvait être justement un symbole aussi alchimique? Il y a toujours une partie alchimique. Fait par l'abbé Gillard. Parce qu'on est dans les contes du Graal, donc il y a toujours un côté alchimique. Normalement, comme il y a le Christ au milieu, ces 4 lions rouges symboliseraient les 4 apôtres, les 4 évangélistes, avec deux lions qui sont identiques et face à face, et en bas 2 lions différents avec la... Mais alors, est-ce que c'est obligatoirement alchimique? Mais si c'est alchimique, il faudrait que toutes les... comment dire? Il y a Néant-sur-Rival aussi, dans le coin aussi, il y a
Ouais. C'est la même chose intéressante. Il faudrait que tout soit alchimique, en gros. C'est-à-dire, on ne peut pas dessiner un lion, par exemple, puis dire, bah, là, c'est un symbole alchimique, puis le reste, ça ne soit pas alchimique. En gros, pour que ce soit alchimique, il faudrait que toute la chapelle le soit. Ouais. Alors, c'est possible, hein, vu ce qu'il y a sur les vitraux. Bon, on voit bien que les personnages, bon, un peu, sans doute tu connais, hein, Oui, le grand vitrail dit du Graal, justement. oui. Le Graal, d'ailleurs, qui est vert. Oui. La coupe Là, on l'appelle est verte. l'église du Graal. Ouais. Ouais. Le Graal. Ouais, donc ouais, ça vaut le coup aussi d'aller à l'église de Treuhand. Oui, oui. Ouais. À Brocéliande, pour ceux qui ne connaissent pas. Brocéliande. Ouais. Il y a un faiseur, ou un faiseur d'or, ou un faiseur d'histoire, qui s'appelait Richard Chanfray, à une époque, qui se faisait passer pour le comte de Saint-Germain. Vous aviez vu ces images qu'il avait faites à l'époque? Non, je ne connais pas, là, franchement. Il se faisait passer pour le comte de Saint-Germain. Alors là, ouais. Il a montré des œuvres, il faisait des expériences alchimiques, ou chimiques. Bon. Par contre, le comte de Saint-Germain est qui existait considéré vraiment, comme un alchimiste. Bien sûr. Un grand initié, un supérieur inconnu et un alchimiste, oui. En effet, ça oui. Alors après, tous ceux qui sont prétendus être sa réincarnation, c'est ça. C'est autre chose. Ou lui-même qui réapparaît, hein, puisque un supérieur inconnu il change de corps à volonté et apparaît à période régulière, sans même avoir besoin de réincarnation. Donc là, forcément, mais là, pour certains qui ont défrayé la chronique au XXe siècle, c'est un peu douteux. Ah bah oui, c'est très douteux, mais c'est un faiseur, un magicien. Quoi. Celui qui passait dans les médias, là, bah, ça doit être. C'était Richard Chanfray. Ah oui, c'est ça. Chanteur. Voilà. Alors, on va aller sur une conclusion, sur justement votre conclusion par rapport à ce que vous avez travaillé, pas dans l'opératif, mais je veux dire dans l'écrit, dans l'oral, sur le processus alchimique. Et on va terminer là-dessus. Et puis sur aussi vos travaux futurs, là, vous êtes peut-être sur des travaux présents et futurs. On va finir là-dessus. Ouais, bon, il est bien certain que bon, l'alchimie, une fois qu'on a compris ce que ça signifiait, et que si on l'utilise, bon, certains disent que c'est pas sérieux que de faire qu'un travail sur soi si on n'opère pas sur la matière, parce qu'il y a les deux, on ne peut pas nier un des deux mondes. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas être dans le pur esprit, il faut faire le processus de la matière. Si on ne fait que de la matière pour fabriquer de l'or ou de l'argent, bah, on reste à un niveau matériel et on n'a pas la transformation spirituelle. En fait, les deux doivent aller ensemble. Mais après, moi, je n'ai pas approfondi au point de devenir alchimiste. Moi, ça me plaît toujours de voir un livre d'alchimie avec toutes les gravures. Hein, c'est-à-dire que les alchimistes ont écrit très peu de choses, ils ont fait des planches, des dessins, il y en a très très belles en couleur, tout un tas de symboles. C'est déjà très esthétique, et puis en plus, il faut décrypter. On y passe une vie, à moins qu'on ait des gens qui révèlent le décryptage. Et tout le monde connaît le Mutus Liber. Le Mutus Liber, c'est le livre muet avec des gravures, pas de texte. Donc on n'a qu'à regarder les gravures pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est un petit peu sinon, moi, ce que je fais depuis toujours, et c'est hors l'alchimie, c'est les prophéties, quoi. Et toujours dans l'idée d'essayer de déceler quelque chose de probant et qui va réellement se passer par rapport aux prophéties. Alors bien sûr, il y en a de toutes sortes, hein. Que ce soit les prophéties bibliques, que ce soit Nostradamus, que ce soit Jean de Jérusalem, je ne sais plus qui, les prophéties hindoues, même dans le Coran, c'est pour être prophétie sur la dernière heure, et de dire, bon, ben, moi j'ai commencé comme ça, j'ai dit en lisant toutes les prophéties, ils parlent de la fin des temps, mais est-ce que c'est vraiment notre époque? Et en voyant le catalogue qu'ils font des calamités de la fin des temps, c'est notre époque. En gros, le monde politique très très divisé, les hommes politiques menteurs, les mœurs complètement chamboulées, l'inversion de toutes les valeurs, la pollution de la terre et de la nature, ben, on se dit c'est un peu ce qu'on voit. Donc si c'est écrit pour l'époque, ça n'a pas de sens, parce que du temps de Nostradamus, on peut dire à son siècle, où était la pollution des océans, le réchauffement climatique,
Bon, les hommes politiques étaient un petit peu pervertis déjà, mais au point d'aujourd'hui, peu. Et puis du temps de l'Apocalypse de Saint Jean, ben, on dit ben voilà, c'est la fin, on ouvre les sceaux du livre de l'Apocalypse, et puis les fléaux commencent, premier fléau, deuxième fléau. Puis comme après, ben, la vie a continué, le monde ne s'est pas arrêté. Hein, sauf qu'à l'époque, on a changé d'air, on est passé de l'ère des béliers à l'ère des poissons au moment du Christ, et que là, on arriverait à passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Hein, ce qu'on dit dans la doctrine des cycles dite de précession des équinoxes. Et ça, là, c'est un peu ce que j'étudie depuis que je me suis intéressé pour la première fois à l'ésotérisme. L'ère du Verseau qu'on retrouve avec les travaux de Paul Lecourt aussi. Oui. L'Iron du Val d'Or, ces choses-là qu'on retrouve absolument. Après. C'est l'un des premiers à avoir évoqué ce sujet. C'est ça. Il avait sa revue, l'ère du Verseau. Oui, oui. En 1937. Oui, oui. C'est le premier à avoir évoqué remise à l'ordre du jour en se basant sur les œuvres de René Guénon, très versé dans les trucs hindous, etc., qui avait une doctrine des cycles, qui avait une précision des équinoxes, et qu'après, qu'à chaque ère zodiacale, taureau ou bélier correspondait tel type de civilisation. On avait tel culte qui correspondait au taureau, au bélier. Après le christianisme et les poissons, puisque c'est toute une symbolique d'eau, hein. La barque des pêcheurs, le poisson dessiné sur les linteaux des catacombes, etc., la pêche miraculeuse. On se dit, tiens, on est curieusement dans une symbolique poisson. Donc ça correspond à l'ère en question, donc ça ne peut pas être inventé. Hein, et lui, c'est Paul Lecourt, c'était pourtant dans les années 30 à 40. Oui. Déjà sorti un livre, L'ère du Verseau. Alors par rapport après, repris par Jacques Darès. Alors comme elle ne serait pas encore vraiment commencée, lui, il avait de l'avance pour révéler. Enfin, seulement à son époque, on a dit que c'est toujours, parce que qu'est-ce que c'est qu'ère du Verseau, ça ne veut rien dire. Maintenant, on comprend que c'est la nouvelle ère, qui sera une ère de fraternité, de sciences, mais de sciences très élevées, pas nos sciences à nous, hein, mais de sciences astrales, cosmiques, etc., etc., ou sur les composantes du cerveau, des choses comme ça, quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus humaniste comme civilisation, avec beaucoup plus de responsabilité, de liberté. En gros, comme c'est le signe, au sens astrologique du terme, de la révolution, là, on devrait éliminer toutes les dictatures, tous les carcans, etc., etc. Donc j'ai étudié un petit peu tout ça, je me suis dit, en gros, ça correspond au schéma des prophéties, c'est-à-dire on annonce la fin d'une ère qui est complètement catastrophique, avec tout qui dérape, tout qui tombe à l'eau, dont on n'arrive même pas à essayer de réparer. Puis on se dit, bon ben allez, il y a une nouvelle structure qui se met en place et qui amènera une nouvelle ère. Sans doute qu'une fois qu'elle sera commencée, elle ira très vite dans sa réalisation, comme quand le christianisme a gagné pour l'ère du poisson. En quelque temps, il y a eu une conversion, puis un grand élan, hein, de moines, de mystiques, mais en plus, Atlantis et Paul Lecourt avaient ce symbole justement du Poséidon, justement, donc c'est Atlante. Tout ce côté, finalement même Pierre Plantard s'en a inspiré, c'est plus les Templiers sont parmi nous, c'est les Atlantes sont parmi nous. Oui, aussi. Oui, le symbole de Poséidon est très très important, puisque c'était le dieu de l'Atlantide, et ils se sont basés beaucoup sur le message des Atlantes pour cette doctrine des cycles, et puis la nouvelle ère, en effet. C'est très intéressant, et d'ailleurs je devrais en parler le mois prochain dans une conférence que je fais en Bretagne sur l'ère du Verseau. D'accord. Donc on reprendra, je reprendrai un peu tout ce dont je viens de parler. Et là, vous travaillez sur un livre en particulier qui va sortir en ce moment? Oui et non. J'ai écrit un livre donc, sur les prophéties qui s'appelle 666, qui donnait un peu des commentaires des prophéties les plus importantes pour notre époque. Et il y avait toujours le deuxième tome à écrire sur ce qui se passe actuellement, quoi. C'est-à-dire la situation des années 1999 à la fin. La fin, en gros, 2030,
2040. Vous étiez intéressé aux travaux de Pierre-Vincent Piob sur le dictionnaire de la magie, ce genre de choses? Vous verrez. Bon, franchement, je ne connais pas. À découvrir. Ah ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir invité. La Gazette de Rennes-le-Château. J'espère avoir répondu oui, on a fait la troisième partie alchimique. Aux questions posées. Ouais. Et puis intéresser les auditeurs en question, aux spectateurs, et puis eux-mêmes de faire quelque chose dans cette voie. Faire de l'alchimie, de l'astrologie, d'étudier les prophéties, la mythologie. La mythologie, c'est passionnant aussi, etc. Et merci Michel. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de votre invitation.